Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leurs revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec Anna Alix Kofi. Donc bonjour Alix, donc un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour réaliser cet entretien cross-continent. Donc tu es à Abidjan en Côte d'Ivoire et je suis à Paris. Donc Alix, tu es la fondatrice, directrice de création, rédactrice en chef de magazines que l'on collectionne, tels que Off the Wall, Something We Africans Got ou We Africans Got High Profiles. Donc ces publications abordent la photographie, des parcours de personnalités africaines ou des femmes du monde de l'art. Donc bonjour Alix. Bonjour Marine, merci de l'invitation. Donc avant de se plonger dans tes différents projets, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Quelques mots, oui, d'accord. Je suis, comme tu l'as dit, je conçois des magazines, j'ai envie de dire éditrice parce que c'est obligé, mais plutôt effectivement conceptrice de magazines papier. J'ai commencé avec Off the Wall, j'ai poursuivi avec Woman Paper, avec Something Africans Got et Swag High Profile. J'ai une formation d'études en histoire, de journalisme, et donc je vis entre Abidjan et Paris depuis peu. Et voilà, très enthousiasmée par l'art, par les artistes, par la photo, par tout ça. Pour que l'on puisse avoir une vision complète de ta carrière et comprendre l'origine de tes passions et de tes engagements, pourrais-tu revenir sur ton parcours en commençant par ton enfance jusqu'à la création d'Off the Wall ? Alors enfance, je suis née à Abidjan en 79, en plein cœur du plateau. Le plateau, c'est le quartier, ce sera une espèce de la Défense en plus joli. Le quartier des affaires. Je suis arrivée à Abidjan, en France, en 83 suite au décès de mon père. Depuis, je fais toute ma scolarité là. J'ai hésité entre journalisme et conception et rédaction. Je suis passée par plusieurs titres, par des agences de pub, notamment de ETC, et finalement les Ouvriers du Paradis, avant de retourner à la presse avec la revue Mort. MORE, qui existait en 2000. Quelle est la formation que tu as faite ? J'ai une maîtrise d'histoire à Jussieu. J'ai fait le grand écart après. J'ai fait une année de spécialisation à l'IFP à Assas en journalisme. C'est l'Institut français de presse. Et voilà. Et après, j'ai commencé à travailler. Et comme je disais, j'ai hésité longtemps entre conception, rédaction et journalisme. Et puis en 2012 être rédactrice en chef adjointe de la revue Mort, MORE, qui a eu les 3 glorieux numéros auxquels j'ai participé. Après ça s'est arrêté. Et moi j'ai directement enchaîné sur Off the Wall. Donc ça nous sommes en mars 2013 et j'ai lancé Off the Wall en avril 2013, donc un mois plus tard. C'était un magazine, une revue qui était pensée en 10 numéros. Autant de numéros qu'il y a de lettres dans Off the Wall. Donc je pensais ça en collector. Au moment où je commençais Off the Wall, Newsweek s'arrêtait en papier, donc il fallait avoir du culot pour investir sur le papier à ce moment-là. Donc je me suis dit que c'était plutôt des objets à collectionner avec des feuilles de 120 grammes à l'intérieur, une dorure à chaud. Enfin, c'était un objet totalement fou en termes éditorial et en termes de prix par rapport à l'économie. Et j'ai fait tout ça de cœur. Et quand on m'a présenté la facture, je dis bon, d'accord, on y va quand même. Et voilà, donc 10 numéros entre avril 2013 et juillet 2016. Juillet 2016, à Arles, j'ai sorti les premiers journaux, en collaboration avec les rencontres. Au départ, ça s'appelait Arles Paper. Ça a eu un très beau succès. Donc, c'est si bien que j'ai enchaîné tout de suite avec Lisa Paper. Un mois plus tard, il a été fait depuis l'Italie, entre l'Italie et Amsterdam avec l'aide de Nour, qui m'a aidé. Il était présenté à Visa pour l'image. Et après, pour faire le trio, le tiercé, j'ai fait Paris Photo, Paper, la même année. Beau succès aussi. Et après, j'ai changé. Je me suis dit, pour ne pas étreiner la formule, j'ai voulu me cibler sur les femmes, en me disant qu'il y aura toujours de quoi dire sur les femmes artistes. Et les femmes du monde de l'art. Si on revient juste au début de Off the Wall, quoi tu l'as lancé, enfin quelle était un peu l'ambition au début et par quoi tu as commencé, enfin
de façon très très concrète, est-ce que tu as rassemblé des personnes avec qui tu travaillais déjà avant? Voilà, comment ça s'est passé et puis pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'au départ, quand j'ai rejoint la revue Morse, on devait présenter des travaux de photographes émergents, donc dont on parlait jamais, donner vraiment une première chance. Et je me suis rendu compte que bon, là, ça a été un peu dévoyé et qu'on c'était pas vraiment des émergents, mais c'est des gens qui étaient bien émergés déjà, enfin bien émergents, gens qui avaient déjà dans le sens qu'ils avaient déjà un peu une réputation et puis qu'on les poussait. Et moi, j'avais vraiment envie de donner c'était peut-être un peu prétentieux parce que c'était moi qui les validais pour une première fois. J'attendais pas qu'ils le soient par quelqu'un d'autre. Donc j'avais vraiment envie de montrer ça et aussi mélanger leurs travaux avec des archives, des archives non, des archives méconnues de photographes plus établis. Donc c'était vraiment ça l'envie. Et ça a été lancé parce que bon. Quasiment sur un coup de tête, une envie, je peux donner la date, c'était 14 août 2012, précisément, que l'idée m'est venue, le nom m'est venu, tout m'est venu en même temps, comme touché par la grâce ou par la foudre ou par un sort funeste, parce que je veux dire que depuis, j'arrive pas à m'en détacher et que c'est comme enfin, je suis complètement piquée à ça et c'est très compliqué, très difficile, mais je ne vois pas faire autre chose. Donc depuis, l'aventure éditoriale a commencé là. Ça a été maturé jusqu'en mars et du 5 mars de 5 mars où je me suis assise pour la première fois devant l'écran avec le directeur artistique Stefano Bianchi à côté de moi jusqu'au 18 avril où les premières copies sont arrivées à mon bureau. Voilà, c'est ça en fait la genèse de Off the Wall. Et le nom m'est venu comme ça, pas parce que j'écoutais Michael Jackson particulièrement à ce moment-là. Ça m'est venu, c'est resté. Et voilà. Et ben, l'envie, donc vraiment l'envie, pour parler très sérieusement, c'était donner une chance avec dans un beau papier, une belle présentation, d'avoir des images d'une jeune photographe très peu publiée à côté, par exemple, de celle de Nan Goldin, mis au même plan, comme si les deux avaient la même carrière et qu'il n'y avait pas de différence à faire, quoi, pas de hiérarchisation. Et donc c'est un album d'images que j'ai composé en 10 volumes. Avec chacun un thème. De là, quand j'ai terminé, je me suis rendu compte qu'est-ce que j'ai gardé de ça, parce qu'au moment du numéro 8, je savais que donc il y avait une fin, les deux derniers allaient arriver. Et pourquoi limiter? Parce que c'était vraiment limité dès le départ, hein, parce que je me suis dit tiens, je fais ça sans argent, on va dire. Je pourrais, c'était à chaque fois au lance-pierre, courir après les fonds, etc. Et pour se donner la motivation de terminer, il fallait une fin. Autrement, on se dit, écoute, personne attend ce que tu fais, tout le monde le trouve formidable au moment de c'est arrivé, personne ne sait comment ça se passe en cuisine, personne n'imagine quelle galère ça peut être. Donc, en fait, tout le monde s'en fout, quoi, si ça sort ou ça sort pas. Ils sont ravis de le voir si c'est sorti, mais si ça sort pas, ils vont pas courir après. Donc, il fallait moi-même me donner une motivation pour que je puisse terminer, mener à bien mon entreprise. Je sais que passer les offres, parce que jusqu'au numéro 3, je me suis dit, bon, allez, puisqu'il y a, en fait, il y avait la lettre sur la tranche. Comme c'était pensé comme un objet à collectionner, il y avait la lettre sur la tranche et à l'intérieur, vous aviez un numéro imprimé à la main. Donc, un truc totalement délirant. Chaque numéro est unique, en fait. Et donc, passé le numéro 3, je dis, je suis obligée de continuer parce que bon, off, ça allait encore, OFF, mais off the. Enfin, bref, il fallait continuer. Et donc, j'étais heureuse comme tout quand, en juillet à Arles, en juillet 2016, je me pointais avec mon numéro 10, mon dernier L, toute heureuse d'avoir accompli ma mission revenue d'une traversée du désert qui continue toujours d'ailleurs, avec quelques oasis, mais bon, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je fais énormément de Si, si. D'accord. Si. Et qu'est-ce qui était particulièrement dur? Est-ce que c'était la diffusion ou parce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu as trouvé dur? La diffusion est difficile parce qu'en fait, ce sont des objets. Enfin, c'est vraiment comme des livres. Hein, c'est Coffee Table Book, donc on peut pas donner ça à un. Bon, en plus tiré à 1500 copies, c'est pas énorme. Donc donner ça à un distributeur. Qui après, où bon, le système est compliqué. Hein, peut-être que moi, je suis mal tombée aussi et que au bout du deuxième rendez-vous qu'elle est pas, je me suis dit bon, avec comme tout ce que je fais, allez, si tu fais pas, ça va pas se faire, donc vas-y. Et donc se dire que voilà, on a un certain nombre de copies qui sont données à une personne qui va vous faire payer pour les stocker et qui après, si c'est pas vendu, vous fait payer pour les récupérer. Autrement, ça part au pilon. Enfin, c'est délirant, c'est pas possible. On peut pas faire une qualité comme ça pour que ça disparaisse dans la nature. Donc bon, je me suis mise à moi-même à stocker
les revues, à les distribuer, à les envoyer moi-même à un coût certain, à les transporter en voyage. Je suis connue comme le loup blanc pour arriver tout le temps chargée comme un mulet partout, Arles, Amsterdam, Londres, arrive à charger comme je sais pas trop quoi en voyage en 1940. Et voilà, donc ça c'est difficile. Ensuite, financer c'est difficile parce que on paye d'un numéro sur l'autre. Les gens me suivent avec une torche, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, pour me trouver parce que voilà, je paye au moment où je suis payée par la pub, étant donné que moi je ne suis pas rémunérée. Donc c'est la seule chose qui me permettait en conscience de continuer. Parce que je me dis, ok, je me verse pas de salaire. Tout le monde qui participe à l'aventure est à la même enseigne. Les autres sont contents d'avoir ceux qui écrivent sont contents d'être dans un bel objet parce qu'encore une fois, je peux le dire depuis 2012 que j'entends, 2013 que j'entends que c'est beau, je peux me permettre de dire que c'est beau et c'est pas n'importe quelle publication, c'est quelque chose qui reste. Donc bon voilà, c'est payé au lance-pierre, peut-être 6 mois plus tard, mais enfin c'est payé et voilà. Donc non, c'est compliqué. Et là, je continuais toujours avec les autres titres et c'est un peu pareil, hein, même si maintenant j'ai plus de publicité. Mais étant donné que vous devez payer tous les éditeurs vont se reconnaître dans cette galère, on doit payer l'impression avant la livraison, sauf si on a un accord avec l'imprimeur. Mais les recettes publicitaires n'arrivent que 30 jours après publication. Donc, comment résoudre cette équation de folie? C'est en tirant le diable par la queue, en vivant sur un fil tous les jours. Enfin, voilà, mais c'est peut-être aussi une manière de vivre qui est addictive. On s'en passerait bien, hein. On aimerait bien que ce soit confortable, pouvoir envoyer des virements en temps et en heure et tout ça, mais bon. L'édition, c'est compliqué. Après, Off the Wall, quels sont du coup, par ordre un peu chronologique, les autres projets? Alors, Off the Wall, terminé en 2016, donc je disais, j'ai enchaîné directement sur sur Arles Paper, sur les papers, qui sont devenus en 2017 Woman Paper. Donc là, les papers, nous sommes en juillet 2016. Donc, je l'ai proposé en amont en mars ou en février, je sais plus, à Sam Sturze, qui était à l'époque directeur des rencontres, qui a validé le projet avec l'équipe. C'était très bien. Donc, l'idée était de faire un journal des rencontres et qui soit distribué dans tous les lieux d'exposition. Bon, c'était entièrement à ma charge, hein. C'était entièrement à ma charge encore. Donc, mais c'était beau. Et quand j'ai vu, en fait, c'est quand on voit le résultat, quand on voit la réaction des gens, quand on voit le sourire des gens, quand on voit les félicitations par rapport au travail accompli et de mettre la photo en majesté comme ça sur du beau papier toujours avec une belle mise en page, etc. Et ça fait oublier finalement toute la souffrance de la réalisation et ça donne envie de continuer. Et bon, ça c'était gratuit, hein, c'est totalement fou parce que l'objet est distribué. Voilà, il est distribué, était partout dans Arles, je le voyais partout, j'étais contente. Et les gens qui ont participé, les artistes, tout le monde était content. Donc là, les papers qui deviennent en 2017 Woman Paper. Après Off the Wall, donc comme je disais tout à l'heure, je me disais qu'est-ce que je vais faire. Il est clair que je veux continuer dans l'édition, on va pas faire autre chose, c'est fantastique. Seulement, je vais pas faire de la mode pure et dure parce que d'autres le font beaucoup mieux que moi et qu'à un certain moment, je sais que ça doit être quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je sais que je vais m'épuiser. Et c'était au moment où on annonçait un espèce de printemps africain à Paris, avec 3 grosses expositions, une à la Fondation Vuitton, une à la Villette et un gros comment on dit, takeover de l'Afrique aux Galeries Lafayette avec à la Galerie des Galeries une exposition et puis toutes les vitrines et le dôme qui était colonisé, le mot est choisi, par les artistes africains. Alors je me suis dit tiens, si ces gens-là c'est pas des philanthropes, donc si on fait ça, s'ils font ça, c'est qu'on est sur la carte, on est bankable. Alors tant qu'à faire, hein, parce que je sais que plein de gens vont s'en emparer de manière stratégique, pragmatique, tout ce qu'on veut. Donc je dis ok, moi je vais donner la voix à ceux qui savent. Et on va faire parler les gens d'Afrique aussi et leur donner une voix légitime parce qu'ils sont sur le sujet depuis tout le temps, quoi. Et donc j'ai trouvé cette revue Something We Africans Got qui devait être art et pensée critique. Voilà. Ça c'est 2017, donc lancé en avril 2017 au moment donc de au vernissage de toutes ces expositions.
En mai 2019, j'ai compris que la revue avait un beau succès. Donc c'est une revue assez académique. Je fais écrire des universitaires, des critiques d'art, des artistes eux-mêmes. Quelle est la fréquence? La fréquence, c'est un trimestriel. Et je leur demandais d'écrire à un niveau assez compréhensible. Hein. Je voulais pas que ce soit un objet prétentieux. L'objet peut sembler, comment dire, l'objet est beau. Donc là, pour moi, au départ, je me suis dit bon, alors je vais faire quelque chose de moins cher, comme ça, je vais pouvoir en écouler plus, et puis je vais pouvoir respirer. Et puis, au moment de la fabrication, je me dis non, il est hors de question que mon objet soit moins beau, alors que justement, je parle de l'Afrique. Au nom de quoi ce serait moins joli. Donc, elle est repartie pour du papier Munken prix 2.0, tous les délires d'éditeurs et le prix qui va avec. Mais bon, l'objet arrive, il est beau, il est très séduisant. Et donc depuis les publications, même depuis Off the Wall, mon meilleur vendeur, c'était Colette à l'époque, quand c'était encore ouvert. Donc c'est pas même avec Something with African's Got, c'était pas des africanistes convaincus qu'elle est chez Colette, on est bien d'accord. Donc les gens achetaient l'objet rien que parce qu'il était joli déjà. Et donc c'est en fait acheter soit le prince charmant ou une princesse en se disant on achète l'emballage et on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non, une fois qu'on ouvre, paf, là on se prend un bon coup de poing parce qu'il y a des textes, de très beaux textes. Voilà, et il fait son boulot jusqu'au bout. Esthétiquement, déjà par l'apparence et même en feuilletant les pages, grâce aux œuvres des artistes. Et ensuite les textes. Les textes sont importants. Je laisse libre cours aux auteurs en leur demandant simplement une propriété, une honnêteté intellectuelle, de pas écrire n'importe quoi. Souvent quand je peux, je publie côte à côte des points de vue différents aussi, même radicalement opposés peut-être. Ça, je trouve ça drôle. Et voilà. Donc l'idée, c'était de montrer une image différente de l'Afrique. Bon, d'abord en France, parce que moi qui ai grandi ici, donc je disais, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans, donc je suis vraiment parisienne, même plus que française, parce que je connais beaucoup plus Paris qu'ailleurs, en France. Et je sais que la chose africaine est vue de manière très bizarre. Donc soit par des spécialistes qui vont connaître à fond, même parfois même mieux que moi-même, hein, qui n'ai d'expérience avec l'Afrique que ma naissance et l'aspect familial et avant en tout cas Something African's Got, mais des allers-retours divers pour des raisons familiales ou de vacances. Donc j'étais la première aussi à m'instruire avec tout ce que je faisais. Et bon, en France c'est pas très connu et c'est pas simplement parce que les gens ne veulent pas, mais c'est qu'on leur met pas ça en main. C'est-à-dire que à mon époque encore entre 80, 97, entre 83 et 97 mes années d'école, enfin 85 et 97 pour être précis, entre le CP et le bac. Ensuite, si on compte pas l'université, on va jusqu'en 2002, mais on vous met pas de programme sur l'Afrique entre les mains. Il faut être spécialisé. Moi, je suis spécialisée à Jussieu, mais sinon c'est très rapide. Et là, c'est encore pire parce que je vois ça avec mon grand-fils. Les programmes d'histoire sont réduits, donc ils vont pas s'occuper de parler de l'Afrique en dehors des conquêtes et des rapports coloniaux. Donc ça fausse tout. Comment un enfant maintenant né en 2003 peut connaître l'Afrique si on lui en parle pas à la maison? C'est que voilà, on a conquis l'Afrique, on a eu des rapports coloniaux, on est parti. Il se trouve que maintenant on a l'immigration, c'est pas facile. Au revoir. Donc bon, comment est-ce que, à moins de chercher, comment est-ce qu'on sait que notre voisin de ville, de palier, pourquoi il est là, quelle culture il a, quel rapport son pays avec le nôtre? Les gens, enfin, c'est complètement troublé là. L'éducation nationale ne fait pas son boulot, donc je me suis dit très humblement que j'allais le faire avec ma petite revue tirée à 1500 copies pour ceux qui étaient intéressés, essayer d'aller plus loin, même très loin, avec des textes encore une fois très précis. Sur le sujet précis. Comment tu fais pour qu'il ait une cohérence éditoriale au niveau des images et au niveau des textes? Est-ce qu'il y a des thématiques et est-ce que les photographes ou les artistes viennent à toi ou les auteurs viennent à toi? Comment tu fais un petit peu pour que tout ça s'organise et soit avec une suite logique dans un livre? Quel est un petit peu le process? Alors si on parle de Something with African's Got, donc la première revue, il y a trois parties. Donc il y a un thème qui va être un peu un thème générique, peut-être un peu transversal. Il va y avoir une deuxième partie, c'est un pays d'Afrique. On va étudier
sa scène artistique et intellectuelle. J'essaie de pas parler de politique, bien entendu, ça vient tout le temps dans les œuvres, hein, ça, les œuvres revendiquent elles-mêmes. Et une troisième partie, c'est un pays non africain, et on voit quel rapport il entretient avec l'Afrique. Parce que pour moi, c'est important, du fait aussi de ma culture. Je pense que ce que je fais est très sincère parce que ça reflète à peu près ce que je pense. Et donc, pour moi qui suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan, grandi à Paris et qui voyage beaucoup, je sais que nous ne sommes faits que de connexions. On peut pas se fermer. Je peux pas faire un truc qui soit réservé aux Africains, avec que des Africains qui parlent, etc. Je donne la voix à ceux qui savent, en fait. Donc, il peut très bien, parce que dans la mesure où moi, personne ne va m'interdire de parler de la mode de Yves Saint Laurent parce que je suis pas française, enfin française blanche, on va dire, que j'interdis pas à quelqu'un qui sait de quoi il parle au niveau de l'Afrique de parler. Donc, il y a vraiment cette espèce de savoir transcontinental qui s'opère, mais la condition sine qua non, c'est de savoir de quoi on parle et de s'être rendu sur place, de vraiment connaître et pas avoir un savoir distancié ou circonstancié que oui, on parle de l'Afrique, tiens, je m'y mets, je vais regarder 2-3 trucs sur Google et puis me déclamer prophète. Alors que voilà, moi, ce qui m'énerve avec l'Afrique et que j'ai pu le voir dans les préparatifs de l'événement, la Africa 2020, que des gens se lèvent et se disent bon, on va parler de l'Afrique, sans même savoir, sans même avoir dans leur comité des Africains ou des gens locaux. Je trouve ça assez incroyable. On aurait beaucoup plus de comment dire, on aurait beaucoup plus d'hésitation à aller parler de l'avant-garde russe de 1900, du début du XXe siècle. Parce qu'on sait que c'est quelque chose de compliqué. On va pas parler de l'art grec, mais parler de l'Afrique, oh, c'est facile. On peut le faire en 2 minutes. Alors que non, pas du tout. C'est hyper complexe. Et encore une fois, au premier chef, je l'ai appris. Quand j'ai fait mon numéro sur la Côte d'Ivoire, donc pour revenir à la question, par exemple, le numéro sur la Côte d'Ivoire, c'était le numéro 2. Donc première partie, c'était c'était le théâtre. Deuxième partie, c'était donc la Côte d'Ivoire. Et troisième partie, c'était le lien culturel, c'était avec la Colombie. Et pour la Côte d'Ivoire, je dis bon, moi, des 2-3 trucs que je sais, est-ce que je vais réussir à faire tout un magazine? Et moi-même, j'avais des idées préconçues sur mon propre pays d'origine. Et en commençant à chercher, donc comment je cherche pour répondre encore aussi à la question, c'est moi-même en regardant sur Internet et après en allant voir les spécialistes. Donc d'un spécialiste à un autre, on me donne des noms, on me donne des noms d'universitaires, des noms d'artistes, des noms de personnes qui sont vraiment au fait du sujet. Et là, je me rends compte que mon Dieu, c'est sans fin, quoi. Il faut faire vraiment une sélection et que comme je me dis, ok, c'est pas un almanach, c'est pas un bottin, c'est pas un annuaire. Je vais avoir une sélection arbitraire en fonction de ce qui me plaît moi, de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie de montrer. Et puis ça va limiter mes 100 et quelques pages. J'ai commencé à 180 et quelques pages pour le dernier en avoir un à 336. Donc, faut se calmer un moment. Mais parfois je n'y arrive pas, parfois je peux pas le faire. Et donc les choix s'opèrent en fonction des sujets des 3 parties, donc qui vont chercher à différencier, qui vont chercher à comment dire à montrer ce de quoi on veut parler en 4-5 sujets en fonction des thèmes. Là, par exemple, le prochain thème là qui est en train d'être terminé, le numéro 12, donc c'est vidéo art, donc film et vidéo pour la première partie. Donc là, c'est n'importe quel artiste vidéo du continent et du monde noir, j'ai pas précisé. Oh mon Dieu, j'espère que vous allez réussir à comprendre, vous autres auditeurs. Je suis désolée de pas être précise et chronologique dans mes propos, mais je m'adresse à l'Afrique. Enfin, je parle de l'Afrique et du monde noir, parce que bien entendu, l'Afrique est faite de diaspora, parce que de gré ou de force, nous sommes dispersés. Et quand je dis Afrique et du monde noir, c'est que quand je dis Afrique, je commençais tous mes numéros, donc autant Something Africans Got que Swag High Profile, on commençait par l'Algérie. Parce qu'on ne se dit pas que l'Algérie est en Afrique. On ne se dit pas que l'Algérie, c'est l'Afrique. Tout comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays où il y a des Africains blancs. Donc j'ai fait exprès de commencer par ces pays-là. Et donc, et le monde noir, ça inclut aussi les États-Unis, les Caraïbes, Haïti, qui est dans les Caraïbes,
et par exemple les Afro-Mexicains comme dans le numéro 10 ou les Africains de Colombie comme dans le numéro 2. Donc c'est vraiment une vision large et avec une différenciation par les courants de pensée. Est-ce que tu as des magazines modèles? Est-ce qu'il y a des magazines qui t'inspirent à travers le monde et les époques pour construire Something We Africans Got? Alors, le Something We Africans Got, je pense que bon, je peux le dire parce que c'est un des fondateurs qui m'a gentiment mis dans la filiation de la Revue Noire, qui existait dans les années 90. Et je crois le fonds a été racheté par Joël Andrea Mezaoyora, l'artiste. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait, s'ils vont la relancer ou s'ils ont juste rassemblé tous les numéros qu'ils ont ressortis dernièrement. Mais bon, elle est différente dans son essence, mais je peux dire qu'effectivement c'était un des modèles sans avoir suivi à la lettre. Il y a aussi la revue NKA qui est éditée par Duke University et qui était dirigée par Okwe Enwezor, qui est décédé en mars 2019 et qui est toujours dirigé par un de ses confrères nigérians dont j'ai oublié le nom là, et puis Salah Hassan qui est soudanais, qui est une très belle revue. Alors là, on va dire que c'est un cran au-dessus quand même, parce que comment dire, moi je suis assez humble, hein, je dis pas du tout qu'on est au même niveau, mais je suis pas très loin, on va dire ça. Ce sont les grandes sœurs, ce sont les revues grandes sœurs, et sinon il y a Contemporary NCN, c'est une plateforme basée, elle est pas papier, elle est internet, elle est basée à Berlin et elle est dirigée par deux femmes, une qui est d'origine congolaise et l'autre dont j'ai oublié l'origine, mais qui font un travail formidable. Bon, ils sont soutenus par le Goethe Institut et puis par le gouvernement allemand pour parler de l'Afrique, ce que je trouve génial. Moi, j'espère un jour être soutenue aussi en France, pouvoir parler de l'Afrique comme je le fais, parce que c'est entièrement avec mon énergie que ça se passe. Donc j'ai moins de force de frappe naturellement, mais bon. Et sinon, sur le continent, il y avait la revue Awa, mais ça c'est très vieux, c'était sénégalais. C'était une revue faite par des femmes. Et bon, il y a plein de publications, hein. Et c'est celle-là qui me viennent à l'esprit maintenant. Ah oui, excuse-moi. Et je dois aussi parler de Chimurenga, qui est basé en Afrique du Sud, qui est fait par un Camerounais qui s'appelle Ntoni Njabé, et qui est aussi un organe formidable. Quels sont les autres projets qui ont découlé de Something We Africans Got? Est-ce que moi j'ai en tête du coup Swag Height Profiles. Comment ça s'est passé la création de Swag? Alors, la création de Swag, déjà j'ai choisi le nom Something We Africans Got parce que l'Afrique est complexe. Je voulais un nom long, que les gens réfléchissent à ce qu'ils disent. Something We Africans Got. Et tout le monde l'appelait Swag. J'ai dit non, c'est Something We Africans Got. Arrêtez de me prendre la tête, c'est Something We Africans Got. Bon, tout le monde l'appelait Swag. Du coup, pas seulement pour cette raison, mais aussi parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux étendre le savoir à un nombre le plus grand possible. Je me suis rendu compte que Something We Africans Got était quand même pointu. Le lectorat, c'était les artistes, les amateurs d'art, et que je destinais cet objet-là à des bibliothèques d'université, de lycée, enfin, ce soit un objet, une référence pour l'étude. Bon, donc comme je disais tout à l'heure, on l'achetait parce que c'est joli, mais est-ce qu'on le lit vraiment? Je sais pas. Et donc l'idée de répandre ça, il me faut un autre titre. Il faut un titre. Je me suis dit qu'il me fallait un titre qui allait être un peu plus, toujours aussi exigeant, mais plus accessible, on va dire. Un peu plus magazine, un peu plus sexy que l'austère Something We Africans Got, qui est très beau, mais bon, il faut avoir envie de le lire, hein. Moi, je sais qu'une fois passé l'épreuve de la relecture, je les regarde rarement parce que j'ai eu tellement de souffrance que je laisse là, mais je sais que les gens le lisent. Bon, on va voir. Et donc, je me suis dit, je vais faire un magazine. Je vais l'appeler Swag pour qu'on arrête, du coup, d'appeler Something We Africans Got Swag. Je sors le Swag High Profile. Il y avait aussi une autre idée derrière, c'est que je me rendais compte que, avec Something We Africans Got, que par exemple, si je parle d'un collectionneur, c'est pas sa photo que je vais mettre dans la revue parce que on s'en fout de sa photo, de son portrait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il raconte. Ce sont les œuvres qu'il a choisies et finalement, c'est un portrait de lui, au travers de sa collection.
Et donc, c'est les œuvres des artistes que je montrais. Je sentais une certaine frustration de leur part, même des gens interviewés qui m'envoyaient toujours des portraits. Est-ce que tu as besoin de ça, ça? Je dis, mais non, je n'ai pas besoin, j'ai juste besoin de les montrer des œuvres. Donc, pour être plus attrayant, je mets dans Swag des entretiens un peu plus courts, un peu moins lourds, on va dire, un peu moins denses. Je mets les portraits, alors les très beaux portraits, parce que je dis high profile, de personnes successful et qui parlent de choses très entraînantes, très inspirantes, qui donnent encore une fois une image différente de l'Afrique, dans toute la noblesse de sa créativité, de son entrepreneuriat. Et là, du coup, avec Swag, j'assouvis aussi une autre de mes passions, donc je parle de mode, donc on fait des photoshoots, donc, et de manière très pragmatique, j'attire encore plus d'annonceurs, on est sur un lectorat plus léger, on est avec un tirage plus élevé, 2500 copies, et puis toujours aussi funky, toujours aussi beau, mais plus accessible, on va dire. Et je sais qu'il y a un de mes chers amis il va se reconnaître s'il écoute le podcast, que j'ai entrevu à Paris Photo en 2000, la dernière édition qui a eu lieu en 2019. Je lui montre Swag High Profile. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une galerie et qui est plutôt un bon niveau d'éducation et qui me dit mais enfin quelque chose de sexy. L'autre il me soulève, il achète pour me faire plaisir, mais non, il est trop gros. Et là, on voit quelque chose qu'on a envie de lire, c'est attrayant. J'ai envie de lire et tourner les pages. Je dis mais enfin. Et je me suis dit bon d'accord, voilà. Donc j'ai compris, il y avait un manque à combler avec. On peut dire que voilà, Something African's Got, c'est la grande tante qu'on écoute patiemment, et que que Swag serait un peu plus la cousine plus sympathique avec qui on va boire un coup. Et les deux sont des trimestriels et c'est une première question, et l'autre c'est tu les réalises en même temps, ou est-ce qu'il y a un décalage au niveau de toi de leur rédaction? Alors l'idée de départ était que les deux soient décalés pour que justement ça me permette de je me suis rendu compte, je suis assez staccanoviste malheureusement pour moi et pour les gens avec qui je bosse, que Something African's Got, pas besoin d'en faire 4 par an finalement. C'est assez, on peut en faire 2. On peut faire un semestriel. Et donc l'idée était que Swag soit un bimestriel, donc tous les 2 mois, et que Something African's Got soit un semestriel. Et que 2 fois par an, donc ils allaient sortir au même moment et se compléter. C'est-à-dire que si le pays d'Afrique était l'Égypte pour Something African's Got, j'allais parler de tous les high profiles égyptiens, on va dire, les artistes, les gens de la mode, les gens du cinéma, les cinéastes, les businessmen aussi, women, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires, pardon, pour parler français, du pays en question, pour les lier, pour qu'il y ait une suite logique. Mais finalement, depuis 2019, je me rends compte que je me fais les deux en même temps. Théoriquement, si je me discipline, à partir du mois de mai 2021, il y aura un vrai décalage, parce qu'il n'y aura que, je vais commencer par 3, il n'y aura que 3 numéros de Something African's Got en 2021 contre 5 de Swag. Et après, on pourra avoir le rythme que je voulais m'imposer au départ, donc 2 contre 6. Est-ce que l'idée maintenant là, c'est que ces 2 magazines grossissent et que ça devienne un seul média international? Est-ce que tu as cette ambition là, ou alors pour le moment c'est vraiment 2 projets parallèles? En fait, ils se complètent et en fait, j'ai fait une plateforme qui s'appelle Avril 27 et qui réunit ces 2 titres-là plus Woman Paper. Donc c'est tout ce qui le lie, c'est l'art, on va dire. Ensuite, vous avez donc 2 titres qui sont spécialisés sur l'Afrique. Un va être plus scientifique, l'autre va être un peu plus people. Et vous avez un 3e titre qui parle des femmes qui sont africaines ou non, mais qui sont dans le monde de l'art. Et ces 3 titres sont sous cette plateforme qui s'appelle Avril 27. Donc effectivement, oui, l'idée c'est de faire une plateforme, continuer tout ça et réunir tout ça sous le chapeau de Avril 27 pour que tout le monde comprenne à peu près ce qui se passe
et voit les trois identités différentes sous ce même blason. Alors, si on revient aussi maintenant sur Woman Paper, quelle est un petit peu la genèse et quelle est la direction que tu veux lui donner? Alors, c'est donner voix aux femmes dans le monde de l'art, Woman Paper. La genèse, donc, c'était le 2017, après avoir fait 3 papers, Arles, Paris Photo, Elisa pour l'image dans le désordre. Je me suis dit bon, alors je voyais aussi que des journaux comme ça gratuits sur à peu près le même format commençaient à poindre dans les foires et festivals que je pouvais visiter, et je me suis dit ok, comment est-ce que je fais quelque chose qui ne soit pas dont on ne enfin qui ait son ADN propre et qui ne serait vraiment pas qui serait pas trop copié. Je me suis dit ok, je vais parler des femmes. Qu'est-ce qui me tient à cœur finalement dans tout ce que je fais? Ben l'Afrique et les femmes. C'est finalement ce que je représente moi. Et je savais qu'à chaque fois, il y aurait toujours de quoi dire, parce que l'idée c'est de reprendre la programmation d'une foire ou d'un festival ou d'un événement artistique, de focaliser sur les femmes artistes et d'étendre d'aller au-delà, c'est-à-dire par exemple si une Marina Abramovic a travaillé sur un certain sujet sur lequel travaille une femme beaucoup moins connue au Tibet, en Côte d'Ivoire, au Pérou, on va aussi parler de cette artiste-là, femme. Et qui parle, ce sont donc prioritairement les femmes, donc commissaires d'exposition, historiennes de l'art, critiques, etc. Mais elles peuvent aussi parler, elles, des travaux d'un homme. On va pas être discriminant à ce point-là. C'est vraiment, ça passe à travers la femme. Donc, soit un auteur homme va venir écrire sur le travail d'une femme, soit une femme va écrire sur une femme ou sur un homme. Mais ça passe toujours, il y a toujours la question de la femme au milieu de tout ça. Et l'idée donc c'est vraiment compléter donc l'interview de Jennifer Flay, de parler de Louise Bourgeois, interview de Barbara Chase-Ribou, focus sur Leila Alaoui, interview de Dominique Isserman. J'ai pas dit dans les projets, il y a quelque chose de très important et qui est en ligne droite avec ce que je fais, c'est que je vais faire des universités populaires au Quai Branly. Donc à chaque fois, ils demandent la curation à quelqu'un, et là c'était moi à travers la revue. Donc il va y avoir Something African's Got de mars à juin, et on dit session, on va parler d'Afrique. Dans l'enceinte du musée du Quai Branly, qui était justement voulu par Jacques Chirac comme un endroit où les cultures étaient mises au même niveau. Donc il n'y a pas meilleur théâtre que celui-ci pour parler d'Afrique à Paris. Donc voilà, ça c'est aussi un gros projet de 2021. Non, mais je les remercie, ils m'ont fait confiance, Stéphane Martin puis Emmanuel Casarero, et avec leur équipe Anne Bert et Christine Drouin me font confiance, et je suis super honorée, et j'ai grand hâte que ça se passe, grand hâte de partager de manière à chaque fois ce qui définit ce que je fais dans toutes mes publications, c'est voilà, je vous mets ça à disposition, libre à vous de sans pathos, sans sans doigt pointé, c'est là, c'est à votre disposition. Vous pouvez pas dire que vous n'avez pas vu, vous pouvez pas dire que vous ne savez pas, parce que c'est là. Après, libre à vous de fermer la porte, mais en tout cas, c'est en libre accès, vous voyez. Donc c'est ce qui va avoir lieu en plus d'autres projets, mais là qui sont pas encore assez aboutis pour en parler. Mais il y a pas mal de choses si le sort le permet, qui vont voir le jour bientôt. Est-ce que tu as vu des initiatives intéressantes en 2020 durant cette crise là, du coup là on est en décembre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que tu as vues ou que tu as lues sur cette année particulière? Oui, pas mal de choses. J'ai vu que les gens en fait après passer comme on dit, on était groggy du confinement. J'ai vu que les gens, moi j'étais à Abidjan quand ça s'est passé, parce que j'étais venue en mars pour l'ouverture d'un très beau musée ici, le musée Tungara, et pour aussi le Massa, c'est une manifestation artistique qui se passe ici. Et finalement, j'ai décidé de rester. Je pensais au départ que c'était pour 2 semaines, et puis ça s'est terminé en 5 mois. Et donc au début du confinement, les 2 premières semaines, je voyais que les gens étaient un peu
circonspect, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis bon, après, explosion totale de surcommunication, on recevait des mails dans tous les sens, les gens étaient surexcités, les webinars dans tous les sens. Donc bon, ça c'était bien parce que ça nous a poussé à réfléchir, à trouver d'autres moyens, à s'adapter, donc à servir notre intelligence, c'est la définition du mot, à s'adapter pour trouver d'autres moyens de continuer. Moi, ça m'a l'initiative, bon, ça m'a permis de faire ma plateforme Avril 27 parce que je me suis dit, comment tu fais pour imprimer, distribuer alors que tout est fermé, et comment tu fais pour diffuser le travail de tes auteurs? Ben, tu fais une plateforme internet. Donc au début, je voulais pas la faire pendant très longtemps, et puis bon voilà, la plateforme est montée. En dehors de ce nom, pardon. Parce que c'est une date fétiche pour moi. D'accord. L'anniversaire de mon fils. Donc depuis 2003, c'est le 27 avril me porte bonheur, on va dire, et c'est tout le temps les dates de lancement de mes revues. J'ai lancé Off the Wall un 27 avril en 2013, et puis ça correspondait en plus avec Paris Photo LA. Après un 27 avril pour officiel pour Something African Life. C'est le truc un peu fétiche. Le 27, ça fait 9. À 9, après, si on est un peu mystique, c'est aussi un nombre assez pas mal. Enfin bref, voilà. Ça, c'est des trucs de fétichistes, on va dire. D'accord. Comme passer 3 fois sous un pont avant de faire je ne sais trop quoi, ou Nadal qui se gratte partout avant de taper dans la balle, mais ça lui va plutôt bien, donc soyons fétichistes. Plein de choses se sont faites, plein de tentatives se sont faites. Après, il y a aussi un recentrage, par exemple, de Côte d'Ivoire, d'où je vous parle. Je sais que ils sont en train de se bouger pour justement, on cultive son jardin, on devient tous candides, on cultive son propre jardin avant d'aller voir ailleurs. On essaie d'en faire le plus possible chez soi. Je sais que là, Dakar a lancé son parcours là le 27 novembre dernier, 27-28 novembre. Et je sais que voilà, tout le monde était surexcité parce que c'était comme si vous sortiez les enfants, vous lâchez les fauves, quoi. Tout le monde était en train de courir dans tous les sens parce que enfin on allait avoir la biennale a été annulée, elle aurait dû avoir lieu, elle a été annulée. Donc c'était quelque chose pour se rattraper. Et donc voilà, on est sur les initiatives locales qui prennent plus d'ampleur parce qu'on compte moins sur l'international. Mais on a quand même besoin de voyager et de revoir les autres, je pense. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaitent lancer un magazine en 2021 là est-ce que tu aurais des conseils, par exemple quelque chose qu'on t'aurait dit ou alors quelque chose toi qui a vraiment un sens pour toi? Persévérance, c'est le premier mot que je dirais, c'est persévérance. Ensuite, moi, on m'a pas dit grand-chose. Malheureusement, j'ai pas été comment dire, la grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir travaillé avec un premier directeur artistique qui était lui-même dans l'édition, Stefano Bianchi, et qui m'a donc trouvé une belle maison une belle usine en Italie, et qui m'a fait un travail remarquable. Les personnes qui veulent lancer un magazine, mais qu'elles demandent aux gens qui sont déjà dedans. Qui n'est pas faut demander parce qu'on apprend il vaut mieux que je sais pas, c'est comme monter sur une échelle, et puis vous êtes encore au sol et il y a une personne qui est au 4e niveau, appelez-la pour lui demander alors comment c'est pour monter, comment on fait pour monter, comment je fais pour être sûr de pas me dégringoler tout de suite, etc. Donc demandez conseil aux gens, être sincère, se poser la question est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, être sincère dans ce qu'on veut faire. Moi je l'ai pas fait, mais regardez un peu autour de soi ce qui se passe pour voir si on fait pas de redite, pour voir si ce qu'on propose est réellement essentiel. Il n'existe pas. Et voilà. Et je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé de photos, en fait. Si, on en a quand même parlé en termes de fond. Oui, mais moi je dirais, en fait, oui, si on a parlé de photos, parce que encore en tant que diffuser le plus possible, il y a quelque chose de formidable qui est à la portée d'absolument tous. Alors là, il y a zéro excuse. C'est Instagram. Instagram est super pour la photographie. Et si on veut découvrir la photographie africaine, Instagram, c'est génial. Non seulement les photographes eux-mêmes postent sont hyper généreux, c'est hyper fourni, c'est très très fourni. Et puis il y a des spécialistes de la photo, le Ghanéen qui vit britannique Ghanéen Eko Eshun, EKOWESHUN.
On a Astrid Le Poultier qui est franco-malienne. On a le Chiara Nonino qui travaille au Vogue Italie avec Alessia Glaviano. Toutes celles-là, et toutes ces personnes-là ont des Instagram hyper fournis. On a le Faume Amsterdam, c'est remarquable avec Elisa Médé. Tous ces Instagram-là, il faut les suivre. Ils vous donnent, enfin, c'est incroyable tout ce qu'ils ont comme référence en photographie africaine. C'est pour ça que moi, j'avais passé le coup de gueule l'année dernière à Arles pour le 50e édition. Il n'y avait pas de photographe africain présent. Alors on avait le très 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 talentueux Mohamed Bouroussia qui a remporté la Deutsche Börse l'année dernière avec une très belle exposition qui selon moi était la plus belle, qui était dans le commissariat, c'était Sam Sauzé. Mais quand même, j'étais pas contente parce que il y avait pas de photographe du continent qui était présenté à Arles alors que c'était les 50e anniversaire. Alors on m'a dit bah attends, mais Arles c'est pas la photographie africaine, blablabla. Moi, dans la mesure où vous dites que vous êtes le premier festival de photographie au monde, vous devez regarder le monde. On n'est pas dans un petit bled, on est à Arles et on parle de la photographie du monde. Donc, un non-choix est un choix. Exclure une certaine catégorie, moi je me suis sentie giflée quand j'ai pas vu de photographe africain présent à part Mohamed, alors que justement, c'est pas comme si la photographie africaine était quelque chose qui était marginal et dont on fallait pas parler, hein. On parle pas de physique quantique ou quelque chose comme ça. Non, on parle du premier moyen d'expression, le premier médium dont tout le monde parle. British Journal of Photography, Aperture qui fait un travail remarquable, donc Faume que j'ai cité, le Vogue Italie que j'ai cité et plein d'autres. Quand tout cela parle de photographie africaine tout le temps, pas dans des numéros spéciaux, pas dans le cadre de, non, de manière régulière. C'est dans chaque numéro. J'estime que la France, qui a un rapport si profond en plus avec l'Afrique, le continent et le monde noir, devrait être le fer de lance. Donc malheureusement, cette année 2020, c'était dans le cadre de Africa 2020. On avait justement Echo et Shun avait une exposition, mais qui a été ça a été annulé. On n'a pas vu. Je pense que c'est dommage qu'on n'en fasse pas plus au niveau de l'Afrique en France. J'espère que peut-être avec les initiatives qui vont avoir lieu cette année là, qui commencent maintenant avec Africa 2020, vont se poursuivre au-delà de ce qu'on fait. D'autant plus qu'on a un réseau qui s'appelle l'Institut français qui quadrille quasiment toute l'Afrique, où il y a pas mal de moyens qui sont mis avec African Création et tout ça chaque année pour donner voix à des artistes locaux qu'on invite à venir en France ou pas, enfin les initiatives sont possibles grâce aux instituts français. Donc ça, je crache pas dans la soupe, hein. Il y a plein de choses qui se font. Elle est très belle, l'Institut français d'Abidjan est très beau. Là, j'ai fait mon numéro Ghana grâce à l'Institut français du Ghana, dirigé par Alexandre Foulon, qui m'a soutenu à bout de bras. Là, on va justement en décembre aller enfin le présenter avec quelques mois de retard, mais ça va être fait. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se réveille sur le territoire français au niveau de tout ce qui est africain et pas simplement la photographie, tout ce qui est art africain, parce que le dialogue est là, évident. Le dialogue on a une histoire commune. Il y a énormément de la communauté africaine en France et je crois que c'est la plus importante d'Europe, du monde plutôt. La communauté africaine en France, pour la France, c'est là où il y a le plus d'Africains au monde, en dehors d'Afrique. Donc, on dit que, d'ailleurs, en rigolant, que Bamako, que Montreuil est la deuxième ville du Mali. Voilà. Et moi, pour vivre à Châteaurouge, je sais que Châteaurouge est un district d'Abidjan. Donc voilà. Et on a une histoire forte. On a une histoire forte et belle. On est main dans la main. On a pour le moment parfois des rapports un peu aigres parce que, bien entendu, cette question coloniale est toujours, la plaie est toujours ouverte parce qu'on n'a pas essayé de la soigner. On s'est pas assis et dit, bon, reconnaissons nos torts. C'est fait à bout de, comment dire, à bout du bout des lèvres. Bon, il y a cette question de restitution qui passe au forceps, hein. Elle a été initiée par ce grand collectionneur qui malheureusement nous a quittés de manière tragique il y a quasiment, il y a un mois maintenant, Syndicat Dokolo, qui, lui, rachetait des œuvres avec force et fracas. Il y a aussi, les insous qui plaident auprès d'Emmanuel Macron
pour que en France on ait cette conscience-là. Donc il a, je pense, le président a cette ouverture stratégique à mon sens. Hein. C'est pas simplement parce qu'il faut parler de l'art africain, même si comme la culture étant un soft power, il faut avoir conscience que c'est par là aussi qu'il faut agir. Et justement le fait qu'on fasse Africa 2020, le fait qu'on se situe des questions de restitution devrait mettre la puce à l'oreille aux dirigeants aussi africains, je ne pointe pas que l'extérieur, mais les Africains eux-mêmes, pour qu'ils se rendent compte que d'avoir l'Afrique présente dans de grandes manifestations telles que la Biennale de Venise, par exemple, est super important pour changer leur image aussi. Qu'on change l'image depuis le continent. En 2019, le Ghana a eu un pavillon extraordinaire. Bon, il est vrai qu'ils sont venus avec, ils ont fait le expandable pavillon. On va dire qu'ils sont allés chercher toutes leurs grosses mégastars. Mais on a vu qu'ils avaient des méga stars. C'est-à-dire, vous aviez Ella Natsui, Lynette Yadom-Bokwe, Ibrahim Mahama, d'autres, j'oublie John Akomfra, Selassie Assou et deux fois quadragénaire, octogénaire, nanogénaire, Félicia Avant, photographe femme qui était présentée dans un pavillon extraordinaire dont tout le monde a parlé. On avait aussi le pavillon soutenu par le Madagascar et Joël Andrea Mezaroura qui était là. Sublime pavillon. Bon, l'Afrique du Sud, ils sont un peu, j'ai envie de dire, en dehors du jeu parce qu'ils ont une conscience de l'art et de la promotion de leur art depuis très longtemps. Bon, il faut aussi que ça vienne du continent, que les autorités locales se rendent compte que l'art et la culture, c'est super important et que c'est comme ça, par leurs artistes, ce sont leurs meilleurs ambassadeurs et qu'il faut qu'ils les traitent et qu'il faut qu'ils traitent la chose artistique dans leur pays et à l'international avec beaucoup plus de considération. Et que un président ou des présidents qui font X mandats, peut-être qu'on va oublier qu'ils ont squatté le pouvoir s'ils partent en ayant laissé 3 grands lieux d'exposition derrière eux, soutenu des artistes, créé des bourses. Voilà, il faut que ça serve à ça au moins. Bon, là, je fais des grandes digressions. Je me taire. Non, c'est très intéressant et c'est vrai que ça a du sens en ce moment de se poser ce genre de questions et de s'engager dans cette direction. Et j'ai foi malgré malgré tous ces décès, tous ces gens partis, malgré cette souffrance, malgré tout, je garde un peu espoir. C'est peut-être parce que je regarde les artistes et que ça me donne envie de continuer, mais j'espère qu'on va s'en sortir de manière intelligente. J'espère qu'il n'y aura pas trop de souffrance. Je reste optimiste malgré tout. Il faut rester optimiste. Eh ben, super. Eh ben, merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!